Pendant la majeure partie du siècle dernier, le seul objet connu en dehors de Neptune était Pluton, une petite planète d'un diamètre de seulement 2300 km. Apparence mystérieuse, étrangement située aux confins du système solaire, Pluton était, jusqu'en 2006, considérée comme une planète à part entière. Mais elle perdit son rang de planète pour rejoindre la catégorie des planètes naines. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les confins du système solaire à la découverte des mystères les plus incroyables au-delà de Neptune. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Après la découverte de Pluton en 1930, les scientifiques ont commencé à supposer qu'il ne s'agissait pas de l'objet le plus éloigné du système solaire. À cette époque, aucun télescope n'avait été capable de détecter des objets aussi petits à une distance aussi lointaine. Mais de nombreuses preuves indirectes indiquaient l'existence de planètes naines, d'astéroïdes, de météores, de météorites, de comètes et d'autres corps célestes aux confins de notre système solaire. Certains scientifiques avaient leurs propres idées sur ce qui se cachait dans cette obscurité lointaine. La plupart de ces théories étaient basées sur le mouvement des comètes. Le 30 août 1992, le premier objet de la ceinture de Kuiper, cette ceinture d'astéroïdes au-delà de Pluton, a été découvert. Il a reçu le nom de 1992 QB1. Depuis, des milliers d'objets similaires ont été découverts dans la ceinture de Kuiper. Les astronomes suggèrent que l'hypothétique planète 9 pourrait également se cacher dans cette zone. Il s'avère que les limites de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe une autre formation, c'est le nuage d'Oort. Les scientifiques pensent que les objets de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort sont des vestiges de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années. Allons découvrir cette mystérieuse région lointaine du système solaire et des secrets qu'elle peut cacher. Depuis le XXe siècle, les astronomes n'ont eu de cesse d'étudier la région interne de notre système solaire, mais encore aujourd'hui, ce qui se trouve à sa périphérie n'est toujours pas connu avec précision. Cette zone mystérieuse est devenue une source de découverte exceptionnelle pour les scientifiques. Au cours des dernières décennies, un certain nombre d'objets spatiaux y ont été découverts. Au fur et à mesure des avancées technologiques pour l'exploration spatiale, les astronomes ont commencé à découvrir les objets transneptuniens. Les scientifiques ont réussi à regarder au-delà de Neptune, mais aussi à découvrir un certain nombre de corps célestes du système solaire dans cette région, jusqu'alors inconnue. On a découvert que les objets transneptuniens tournaient autour de notre étoile à une distance de plus de 4,5 milliards de kilomètres. Ces objets forment la ceinture de Kuiper et plus loin le nuage d'Oort. L'existence d'objets bien au-delà de Neptune a été proposée pour la première fois par l'astronome Frédéric Léonard en 1930. Selon lui, Pluton est loin d'être l'objet le plus éloigné du système solaire. Et il s'est avéré qu'il avait raison. 13 ans plus tard, un autre astronome, Kenneth Edgeworth, a confirmé les propos de Léonard en avançant son hypothèse qu'à la frontière de notre système se trouve une nébuleuse remplie de petits corps qui ne se sont jamais rassemblés en une seule planète. De nos jours, nous savons que le système solaire se compose du Soleil et de tout ce qui tourne autour de lui. Les planètes et leurs satellites, les planètes naines, les astéroïdes, les objets de la ceinture de Kuiper et les comètes du nuage d'Oort. Les dimensions du système solaire sont définies en termes de distance du Soleil à la Terre, appelée unité astronomique. Une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres.
Un des objets connus les plus éloignés, orbitant autour du Soleil, est la planète naine Eris, découverte en juillet 2005. Eris est située à une distance d'environ 97 unités astronomiques du Soleil. Mais au bord du système solaire, à une distance de 90 unités astronomiques, il y a un autre planétoïde appelé Sedna, dont l'orbite la plus éloignée sera d'environ 900 unités astronomiques. Cependant, ce sont les comètes à longue période qui parcourent le plus long chemin autour du Soleil. Ces comètes ont des orbites extrêmement excentriques et peuvent atteindre des distances orbitales de 50 000 unités astronomiques et même plus. Ces comètes proviennent du nuage d'Oort, une immense région sphérique composée de plusieurs milliards de comètes. La ceinture de Kuiper est souvent désignée comme la limite du système solaire. Ce disque s'étend à une distance de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Son existence a été confirmée de manière fiable il n'y a pas si longtemps. La ceinture de Kuiper a été nommée d'après l'astronome Gérard Kuiper, qui a prédit son existence en 1951. Cette hypothèse est développée depuis assez longtemps. De nombreux astronomes et astrophysiciens y ont travaillé, essayant de prouver que la ceinture existe, mais aussi de la réfuter. L'hypothèse a été progressivement transférée dans la catégorie des théories et n'a été pleinement prouvée qu'en 1988, grâce à un article de recherche de l'astronome Julio Ángel Fernández, sur la base duquel plusieurs scientifiques canadiens ont effectué des calculs et confirmé l'existence d'une ceinture de comètes au-delà de Neptune. C'est Fernandez qui a nommé ce groupe la ceinture de Kuiper dans son article, et le nom a rapidement fait son chemin. Les premières images d'objets de cette ceinture sont apparues en 1992, quand des astronomes ont découvert une tache rougeâtre à une distance de 42 unités astronomiques du Soleil. C'est donc le premier objet enregistré de la ceinture de Kuiper, aussi appelé objet transneptunien. Actuellement, plus d'1 millier d'objets de ce type ont été découverts, dont la taille dépasse 200 km, situés bien au-delà des orbites de Neptune et de Pluton. Selon les estimations modernes, il y a jusqu'à 35 000 objets de plus de 100 km de diamètre dans la ceinture de Kuiper, et le nombre total de corps, selon les experts, est estimé à plusieurs milliards. Par conséquent, la ceinture de Kuiper a une masse totale des centaines de fois supérieure à la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. La ceinture de Kuiper est activement étudiée à ce jour, car ces objets pourraient bien être les vestiges des premières phases d'accrétion du système solaire, c'est-à-dire plus anciennes que toutes les planètes. Des comètes à courte période peuvent également y naître, de la même manière que les comètes à longue période naissent dans le nuage d'Oort. La fameuse ceinture contient principalement des petits corps laissés par la formation du système solaire et plusieurs planètes naines, dont Pluton, qui était rétrogradé dans cette catégorie par rapport aux planètes ordinaires en 2006. On suppose que la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont composés de glace avec de petites impuretés de matière organique, c'est-à-dire proches de la matière cométaire. En plus des noyaux cométaires habituels de la ceinture de Kuiper, des objets ont été trouvés dont la surface est garnie d'une nette couleur rouge. Cette couleur rouge est considérée comme un signe de la présence de molécules contenant du carbone et de l'oxygène, des composés organiques. Les comètes auraient-elles apporté sur Terre les matières premières à l'origine de la vie ? Les scientifiques pensent que la ceinture de Kuiper n'est pas éternelle. Cette dernière est composée de beaucoup d'objets qui se heurtent constamment, se transformant en poussière. D'ici quelques centaines de millions d'années, la fameuse ceinture ne sera plus qu'un lointain souvenir. Le terme planète naine est officiellement apparu en 2006 lorsque des planètes de la taille de Pluton et plus ont été découvertes en dehors de l'orbite de Neptune. Depuis lors, de nombreux corps du système solaire ont été appelés planètes naines.
Le concept a suscité de nombreuses controverses, notamment en ce qui concerne le statut et la nature de Pluton. Les planètes naines actuellement reconnues par l'Union astronomique internationale comprennent Pluton, Eris, Makemake, Haumea et Cérès, ce dernier se situant dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ces corps célestes sont nommés planètes naines parce qu'elles orbitent autour du Soleil avec suffisamment de masse pour devenir presque sphériques. Mais contrairement aux planètes ordinaires, elles ne peuvent pas dégager leur orbite des autres objets. Pour qu'un corps acquiert une forme sphérique, il doit avoir une masse suffisante qui s'oppose à sa propre gravité. La pression interne forme alors la couche de surface assurant la plasticité qui remplit les élévations et les dépressions. Cela ne se produit pas avec les astéroïdes. Généralement, ces planètes naines sont constituées de couches de glace autour d'un noyau rocheux. Elles orbitent au niveau de la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune contenant des milliers de petits corps gelés appartenant à une famille de planètes naines appelée Plutoïdes. L'Union astronomique internationale a déterminé que parmi les objets transneptuniens, seuls ceux d'un diamètre de 838 km ou plus deviennent nains. À l'heure actuelle, l'Union astronomique internationale reconnaît l'existence de 5 planètes naines et environ 200 attendent une confirmation et le nombre total est capable de dépasser 1000. Les planètes naines potentielles comprennent surtout Orcus, 2002 MS4, Kawar, Pongong et Sedna. Pluton est la deuxième plus grande planète naine du système solaire après Eris. D'abord classée comme la 9e planète du système solaire, elle est maintenant considérée comme une planète naine de la ceinture de Kuiper. Comme la plupart des objets de la ceinture de Kuiper, Pluton est composé principalement de roches et de glace et est relativement petite, 5 fois la masse de la Lune et 3 fois son volume. L'orbite de Pluton a une grande excentricité et une grande inclinaison par rapport au plan de l'écliptique. En raison de l'excentricité de l'orbite de Pluton, il s'approche du Soleil à une distance de 29,6 unités astronomiques. Le système plutonien comprend 6 corps célestes liés par la gravité, Pluton et Charon qui sont les 2 corps principaux, et 4 lunes de taille nettement inférieure, Styx, Nix, Kerberos et Hydre. Pluton et sa lune Charon forment un système binaire, et son barycentre se situe à l'extérieur de Pluton. Cette particularité est due au rapport des masses des 2 corps qui est assez grand, la masse de Charon valant environ 12% de celle de Pluton. La composition de Pluton est représentée par la glace d'eau, où il y a 3 fois plus d'eau que dans les océans de la Terre. La surface est recouverte d'une croûte de glace. Il y existe des crêtes visibles, des zones claires et sombres, ainsi qu'une chaîne de cratères. Avec une masse de 1,305 x 10 exposant 22 kg, qui représente environ 0,2% de la masse de la Terre, Pluton occupe la 2e position en termes de massivité parmi les planètes naines. Son atmosphère est une fine couche d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone qui s'évapore de la glace de surface. Des considérations thermodynamiques dictent la composition suivante de cette atmosphère. 99% d'azote, un peu moins de 1% de monoxyde de carbone et 0,1% de méthane. Au fur et à mesure que Pluton s'éloigne du Soleil, son atmosphère gèle progressivement et se dépose à la surface. Lorsque Pluton s'approche du Soleil, la température près de sa surface provoque la sublimation de la glace et sa transformation en gaz. Cela crée un effet antiserre. Comme la sueur qui refroidit le corps en s'évaporant de la surface de la peau, la sublimation a un effet rafraîchissant sur la surface de Pluton. Les scientifiques ont récemment calculé que la température de surface de Pluton est d'environ moins de 130 degrés Celsius. L'orbite de Pluton est fortement inclinée par rapport à l'écliptique, avec plus de 17 degrés, et est fortement excentrique.
Elle est très différente des orbites des autres planètes du système solaire qui sont presque circulaires et font un petit angle avec le plan de l'écliptique. La distance moyenne de Pluton au Soleil est de 39 unités astronomiques, mais en raison de la grande excentricité de l'orbite, cette distance varie de 29 à 49 unités astronomiques. La lumière du Soleil met environ 5 heures pour atteindre Pluton, soit le même temps qu'il faut aux ondes radio pour voyager de la Terre à un vaisseau spatial près de Pluton. La planète naine Pluton a 5 lunes. La plus grande et la plus proche est Charon. Elle a été trouvée en 1978 par James Christie, qui regardait de vieilles photographies. Les autres lunes sont cachées derrière, Styx, Nix, Kerberos et Hydre. Charon, Styx et Kerberos ont la masse nécessaire pour former des sphéroïdes. Mais Nix et Hydre semblent allongés. En 2007, des cristaux d'eau et des hydrates d'ammoniac ont été observés sur Charon. Cela suggère que Pluton possède des cryogésaires actifs et un océan. Des satellites auraient pu se former en raison de l'impact de Pluton et d'un grand corps au tout début de l'origine du système solaire. Au début du XXe siècle, les scientifiques recherchaient la planète X, appelée aujourd'hui la planète 9, responsable des irrégularités qui subsistaient encore dans le mouvement d'Uranus. En conséquence, le 13 mars 1930, Pluton a été découvert par l'astronome américain Clyde Tombaugh. Plus tard, il s'est d'ailleurs avéré qu'elle était trop petite pour convenir à la théorie de la 9e planète qui affecterait Uranus. Les déviations de l'orbite d'Uranus a depuis reçu une explication différente. En effet, c'est la masse de Neptune qui a été mal déterminée. Depuis 1992, de nombreux objets glacés ont été découverts en dehors de l'orbite de Neptune, et parmi eux, notons Quaoar, Sedna et surtout Eris, qui est 27% plus massif que Pluton. Il est devenu clair pour les astronomes que Pluton n'est qu'un très grand objet de la ceinture de Kuiper. Le 24 août 2006, les scientifiques de l'Union astronomique internationale ont retiré Pluton de son statut planétaire, le transférant au groupe des planètes naines. Cependant, certains scientifiques continuent de penser que Pluton devrait être reclassé comme une planète. Située au-delà de l'orbite de Pluton, Eris est considérée comme la plus grande planète naine du système solaire et le plus grand objet transneptunien de la ceinture de Kuiper. Elle est si grande que certains l'appellent la 10e planète. La découverte de la planète naine Eris, officiellement confirmée en 2005, a été un moment important car elle est plus grande que Pluton. C'est elle qui a suscité la révision de la définition du concept de planète. Au moment de la découverte, les scientifiques pensaient qu'ils observaient la 10e planète car il s'agissait d'un corps céleste de la ceinture de Kuiper qui dépassait Pluton en taille. Certains étaient d'accord, mais il y avait ceux qui commençaient à discuter sur la nature de l'objet. À cette époque, la définition elle-même n'avait pas de critères clairs. L'Union internationale astronomique a dû intervenir en 2006 et présenter de nouveaux critères de classification. Il s'est avéré que certains objets, dont Pluton, ne répondent pas à la dernière exigence. Par conséquent, ils ont proposé une nouvelle catégorie, les planètes naines. Le diamètre d'Eris est d'environ 2400 km, soit 6% plus grand que le diamètre de Pluton. Sa masse a été déterminée grâce à sa lune, la minuscule Dysnomia, qui a une période de révolution de 16 jours. Eris tourne autour du Soleil en 558 ans. Sa distance maximale est de 97 unités astronomiques et sa distance minimale est de 37 unités astronomiques. L'orbite est extrêmement excentrique, mais elle ne s'approche pas de Neptune, elle ne subit donc pas l'influence de la planète. Eris est brillante et peut être vue même avec un petit télescope. La présence de désintégration radioactive suggère un possible océan interne à l'état liquide. Il a été montré la présence de glace de méthane et la couche de surface peut ressembler à des échantillons de Pluton. À sa surface, la température oscille entre moins 243 et moins 217 degrés Celsius. Initialement désignée par 2005 FY9, Makemake est la troisième plus grande des planètes naines
qui a été découverte le 31 mai 2005 par la même équipe de Mike Brown au California Institute of Technology par le télescope spatial Spitzer. Cet objet transneptunien reste encore un mystère. Les données ont montré que le diamètre de Makemake est de 1360 à 1480 km. Sa masse est de 4 × 10 exposant 21 kg. Grâce à cela, elle est en 3e position de taille parmi les objets transneptuniens. Le rayon de Makemake est de 751 km à l'équateur et de 715 km au pôle. L'excentricité est de 0,159, donc Makemake s'approche du Soleil à une distance de 5,76 milliards de kilomètres et s'en éloigne jusqu'à atteindre 7,94 milliards de kilomètres. Il lui faut donc 309 ans pour orbiter autour du Soleil et 7,77 heures pour faire tourner son axe. L'orbite de Makemake est située loin de Neptune, donc cet objet est libre de l'influence de cette géante glacée. La densité moyenne de 1,4 à 3,2 cm3 indique que La densité moyenne de 1,4 à 3,2 g par cm3 indique que le corps céleste contient un noyau de pierre et une croûte de glace. La glace est représentée par le méthane et l'éthane gelé. Les télescopes Herschel et Galileo ont montré que la couche de surface est très brillante. La couleur de la planète naine Makemake apparaît rouge, ce qui signifie qu'il y a un niveau élevé de tholin sur la couche de glace. En outre, elle ne possède pas une atmosphère remarquable, mais le méthane est capable de garantir une atmosphère de transition. En effet, lorsqu'une planète naine s'approche du Soleil, la sublimation de l'azote et d'autres glaces se produit, formant une fine couche atmosphérique. Cela expliquerait l'appauvrissement en azote. Haumea diffère des autres planètes, non seulement par son allongement, mais également par sa haute densité et son albédo. Elle n'a pas une forme sphérique, mais plutôt ellipsoïde. Dénommée d'abord 2003 EL6, Haumea est à peu près de la même taille que Makemake, qui en fait l'un des objets transneptuniens les plus connus de la ceinture de Kuiper. Il est extrêmement difficile de déterminer les paramètres, la densité et la masse de cette planète naine. C'est un objet brillant et grand, ce qui permet de calculer l'albédo. Mais en raison de la rotation rapide, il est difficile de calculer exactement sa taille. En raison de sa haute réflectivité, c'est le 3e objet le plus brillant de la ceinture de Kuiper, après Pluton et Makemake. Elle est si brillante qu'elle peut même parfois être vue par de puissants télescopes amateurs, bien que sa masse ne représente que 32% de la masse de Pluton. Les estimations donnent un diamètre de 1632 km, une masse de 4 × 10 exposant 21 kg, soit un tiers de Pluton. La massivité de Haumea est suffisante donc pour atteindre l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire lui permettre d'avoir la forme d'une sphère. L'allongement de sa forme est créé en raison de la rotation rapide. La distance minimale entre le Soleil et Haumea est de 5,23 milliards de kilomètres et la distance maximale est de 7,7 milliards de kilomètres. Elle réalise une révolution en 284 jours avec une inclinaison orbitale de 28 degrés et fait un tour sur elle-même en 3,9 heures. Sa densité est entre 2,6 et 3,3 g par cm3, ce qui converge avec notre Lune. Dans ce cas, Haumea peut être constituée de minéraux silicatés tels que l'olivine et le pyroxène. On peut supposer que la majeure partie de la masse est faite de roches avec une fine croûte de glace. Il est possible que le manteau ait été beaucoup plus épais dans le passé, mais qu'il ait été usé par de nombreux impacts. Sur une de ses faces, une large zone rouge foncé a été remarquée. Cela peut être la cicatrice d'un ancien impact qui a laissé des traces de minéraux et de composés organiques. Les objets transneptuniens sont des corps célestes tournant autour du Soleil sur une orbite supérieure à celle de Neptune. Tous sont situés dans la ceinture de Kuiper. Pluton est le premier corps découvert de cette ceinture en 1930. En 2012, les objets transneptuniens du système solaire comptaient déjà 1400 corps célestes et en 2021, environ 3000.
Le diamètre des 9 plus grands d'entre eux dépasse 800 km. Ce sont les planètes naines Pluton, Eris, Makemake et Haumea, ainsi que les objets Sedna, Quaoar, Orcus, Salacie, Varuna et Ixion, qui n'ont pas encore eu le statut officiel de planète naine. D'une manière générale, les objets de la ceinture de Kuiper sont divisés en 3 catégories. Tout d'abord, les objets classiques qui possèdent des orbites approximativement circulaires avec une légère inclinaison non associée au mouvement des planètes. Les planètes naines les plus célèbres sont principalement parmi elles, comme Pluton, Eris, Haumea et Makemake. Ensuite, nous avons les objets résonants qui forment une résonance orbitale avec Neptune. Les objets avec une résonance de 2 par 3 sont appelés plutinaux, du nom de leur représentant le plus brillant, Pluton, et cela signifie qu'ils effectuent 2 orbites autour du Soleil pendant que Neptune en fait 3, parmi lesquels Orcus et Ixion. Enfin, les objets dispersés qui ont une grande excentricité orbitale peuvent être à plusieurs centaines d'unités astronomiques du Soleil, à la Phélie. On pense que, il y a longtemps, ces objets se sont trop rapprochés de Neptune, dont l'influence gravitationnelle a étiré leurs orbites. Un excellent exemple de ce groupe est Sedna. Aujourd'hui, Sedna est considéré comme l'objet le plus éloigné de la ceinture de Kuiper. La taille et la distance de Sedna au Soleil ne permettent pas aux scientifiques de dire avec précision à quelle classe appartient ce corps cosmique. Diverses hypothèses sont tout de même avancées. Mais les astronomes connaissent déjà la couleur, la composition et même les caractéristiques orbitales détaillées de la planète, à savoir, la période orbitale de Sedna est de 10 500 ans et son diamètre est d'un peu plus du quart de celui de Pluton. Son orbite est allongée et, à son point le plus éloigné, elle se trouve à 900 unités astronomiques du Soleil. À titre de comparaison, le rayon de l'orbite de Pluton est de 38 unités astronomiques. La taille de Sedna est assez grande. Son diamètre fluctue autour de 1000 km, ce qui en fait le 6e plus grand parmi les objets transneptuniens. La composition de Sedna a été calculée à l'aide d'une série d'études spectrographiques réalisées par 3 télescopes en orbite. Il est similaire aux compositions d'autres planètes transneptuniennes, comètes et satellites de géantes gazeuses. Des signes de glace, d'eau ont été trouvés, ainsi que des glaces de matière organique gelée. Les astrophysiciens estiment la densité finale de Sedna à 2 grammes par centimètre cube, comparable à la densité du sel de cuisine ordinaire. Sedna représente l'objet le plus attrayant pour les astronomes. En effet, le mystère de l'éloignement de son orbite peut révéler les secrets de l'histoire de la formation du système solaire, désormais bâti principalement sur des théories. En plus, Sedna elle-même est un véritable monument archéologique, car en raison de son isolement des autres objets, elle a conservé les propriétés inhérentes aux matériaux d'origine de notre système solaire. Quaoar est un corps céleste découvert en 2002 par des scientifiques de l'Observatoire Palomar en Californie et nommé d'après la divinité du peuple indien de Tonga. Son diamètre est de 1260 km. C'est environ 1/10 du diamètre de la Terre, 1/3 de la Lune et environ la moitié du diamètre de Pluton. Quaoar orbite autour de 42 unités astronomiques du Soleil avec une période de révolution de 288 ans. Il a une orbite presque circulaire et modérément inclinée. Son angle par rapport à l'écliptique est d'environ 8 degrés. Quaoar est classé comme un objet transneptunien classique. L'orbite, cependant, est inhabituelle pour les grands objets classiques qui suivent généralement des orbites plus excentriques et plus inclinées. Bien qu'Orcus n'ait pas encore été officiellement classé comme planète naine par l'Union internationale astronomique, de nombreux astronomes s'accordent à dire qu'il répond à toutes les exigences et qu'il le sera à l'avenir. Découvert en 2004, Orcus s'est avéré être un grand objet transneptunien avec environ 958 km de diamètre. En plus, Orcus semble avoir un albédo d'environ 21 à 25%, ce qui est typique des objets transneptuniens approchant la gamme du diamètre de plus de 1000 km. En termes de masse, le système Orcus est estimé à 6,32 x 10 exposant 20 kg, soit environ 3,8% de la masse de la planète naine Eris.
Tout comme Pluton, Orcus a une très longue période orbitale, prenant 245 ans pour effectuer une seule rotation autour du Soleil. Il est également en résonance orbitale 2/3 avec Neptune et se trouve au-dessus de l'écliptique pendant le périhélie. De plus, son orbite a une inclinaison et une excentricité similaires à celle de Pluton. Orcus orbite autour du Soleil à une distance de 30 unités astronomiques au périhélie et de 48 unités astronomiques à l'aphélie. Cependant, Pluton et Orcus sont orientés différemment. D'une part, Orcus est à l'aphélie lorsque Pluton est au périhélie et vice-versa. Et l'aphélie de l'orbite d'Orcus pointe presque dans la direction opposée à celle de Pluton. C'est pourquoi Orcus est souvent qualifié d'anti-Pluton. Salassie est un objet transneptunien situé dans la ceinture de Kuiper, classé comme un objet séparé. Il tourne autour du Soleil sur une orbite allongée, à une distance moyenne légèrement supérieure au demi-grand axe de l'orbite de Pluton. Lors de sa découverte le 22 septembre 2004, l'astronome Michael Brown a calculé que Salassie est très probablement une planète naine. Cependant, plusieurs astronomes soutiennent que des objets tels que Salassie, dont la gamme de diamètre se situe entre 400 à 1000 km, avec un albédo inférieur à 0,2 et une densité de 1,2 g par cm3 ou moins, ne sont probablement pas des planètes naines. La plupart des astronomes pensent que Varuna a la forme d'un ballon de rugby d'environ 900 km de diamètre, soit environ 1/15 du diamètre de la Terre, 1/4 de celui de la Lune ou 1/3 de la taille de Pluton. Varuna a une orbite presque circulaire orbitant à environ 43 unités astronomiques du Soleil en faisant une révolution en 283 ans. Il lui faut environ 3 heures pour effectuer une rotation autour de son axe. Les orbites de Varuna et de Pluton ont la même inclinaison et sont orientées de la même manière. Varuna ne subit pas de perturbations significatives de Neptune. Cet objet transneptunien pourrait très bien être une planète naine, bien que les astronomes ne l'aient pas officiellement classé comme tel. Il a été découvert le 22 mai 2001 et il porte le nom d'Ixion, une figure de la mythologie grecque. C'est l'un des plus grands plutinos, c'est-à-dire un objet transneptunien dont l'orbite est similaire à celle de Pluton. Comme Pluton, Ixion est en résonance orbitale 2/3 avec Neptune. Les derniers résultats de spectroscopie indiquent que la surface d'Ixion est constituée d'un mélange de carbone noir et de tholline, une substance organique plus ou moins azotée de couleur rouge-brun, parfois violacée, et de structure inconnue. La ceinture de Kuiper commence légèrement au-delà de l'orbite de Neptune, à 30 unités astronomiques du Soleil, et se finit à environ 50 unités astronomiques du Soleil. Mais il y a une chose à propos de la ceinture de Kuiper qui est un énorme mystère. Une fois que nous arrivons à 50 unités astronomiques, la ceinture s'arrête. Elle se termine d'un coup, quelque chose que les astronomes appellent la falaise de Kuiper. Mais alors pourquoi ce brutal changement d'environnement ? Ce mystère peut trouver réponse au travers de différentes hypothèses. Il se pourrait que la ceinture continue, mais les objets deviennent si petits que nous ne pouvons pas les voir. Mais cette idée ne correspond pas à ce que nous savons de la formation du système solaire. Au contraire, en raison des interactions complexes des orbites des planètes extérieures, nous nous attendons à ce que les objets recommencent à grossir à cette distance. Une idée plus excitante serait que les objets peuvent avoir été attirés par l'attraction gravitationnelle d'une planète encore inconnue. Une telle planète, qui serait la 9e du système solaire, pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. L'existence possible d'une planète 9, à une très grande distance du Soleil, remet donc sur le tapis la question du nombre de planètes dans notre système. Il est tout à fait possible que d'autres planètes se trouvent à des distances importantes de notre étoile, de telle manière que leur perturbation sur les objets environnants n'ait pas encore été remarquée. Malheureusement, il est difficile de voir quoi que ce soit d'aussi loin, le mystère n'a donc pas encore fini de faire parler de lui.
Au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve une autre formation nommée le nuage de Oort. L'idée de l'existence d'un tel nuage a d'abord été avancée par l'astronome estonien Ernst Eppik en 1932, puis théoriquement développée par l'astrophysicien néerlandais Jan Oort dans les années 1950, d'après qui le nuage a été nommé. Il a été suggéré que les comètes proviennent d'une enveloppe sphérique étendue, constituée de corps glacés, à la périphérie du système solaire. Cet immense essaim d'objets s'appelle aujourd'hui le nuage de Oort. Il s'étend dans une sphère d'un rayon de 5000 à 100 000 unités astronomiques. Le nuage de Oort est une région hypothétique située à mi-chemin entre le Soleil et l'héliopause, donc la limite où le vent solaire de notre Soleil est arrêté par le milieu interstellaire. Les astronomes pensent que l'existence du nuage de Oort explique pourquoi certaines comètes ont des périodes orbitales extrêmement longues. Un fragment de poussière et de glace peut rester dans le nuage de Oort pendant des milliers d'années. Certaines étoiles proches passent suffisamment près du système solaire pour que leur force gravitationnelle pousse un objet hors du nuage en orbite autour du Soleil. Le nuage de Oort est le plus grand mystère du système solaire. Nous ne l'avons jamais vu. C'est une hypothétique région de l'espace. Contrairement à la ceinture de Kuiper, nous pouvons observer les grands objets transneptuniens et nous savons où ils se trouvent. Mais le nuage de Oort est très énigmatique. Le nuage de Oort devrait se trouver à plus de 50 000 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire au-delà d'une année-lumière, soit à environ 25% du chemin vers notre voisin stellaire le plus proche, Proxima Centauri. Le nuage de Oort est donc très loin. Les confins du nuage sont à peu près au bord du système solaire, et à cette distance, les milliards d'objets du nuage sont très vaguement liés gravitationnellement au Soleil. Elles peuvent donc être fortement influencées par le passage d'autres étoiles proches. On pense que la perturbation du nuage peut entraîner la chute périodique de corps glacés vers l'intérieur, créant des comètes à longue période, comme la comète de Halley. C'est en fait la seule raison pour laquelle les astronomes croient que le nuage de Oort existe. C'est la source de comètes glacées à longue période qui ont des orbites très excentriques émanant de régions hors du plan écliptique. Cela suggère également que le nuage entoure le système solaire et n'est pas confiné à une ceinture autour de l'écliptique. Ainsi, le nuage d'Oort semble être là-bas, mais nous ne pouvons pas l'observer directement. Étant si loin, avec si peu de lumière, nous n'avons tout simplement pas la technologie pour le voir. Cela signifie que pour le moment, nous n'avons aucun moyen de prouver qu'il existe, ou si c'est le cas, quelle est sa taille. C'est le plus grand mystère de la région la plus éloignée de notre système solaire. En 1950, le cosmogoniste néerlandais Jan Oort, après avoir analysé la distribution des orbites des comètes alors connues, a suggéré que les comètes à longue période naissent dans une région à la frontière du système solaire, distante de 20 000 à 200 000 unités astronomiques. Si à l'origine, en 1950, Oort partait de l'hypothèse que ces corps étaient la conséquence résultant de l'explosion d'une planète hypothétique, dès 1951, son hypothèse changea pour se rapprocher des conclusions modernes. Très probablement, ce nuage s'est formé à partir d'un disque protoplanétaire original de gaz dense, qui, à son tour, est apparu près du Soleil encore très jeune au début de la formation de notre système. Ce nuage pourrait donc avoir plus de 4,5 milliards d'années maintenant. En fait, le nuage de Oort est une continuation de la ceinture de Kuiper. Les objets auraient pu fusionner plus près du Soleil, mais en raison de l'attraction gravitationnelle avec les géantes gazeuses, ces derniers ont été éjectés à une très grande distance. Effectivement, le processus de l'évolution des planètes géantes, notamment Jupiter et Saturne, lorsqu'elles atteignent une masse suffisamment importante, crée des perturbations gravitationnelles devenant si fortes qu'elles commencent à éjecter massivement les planétésimaux des zones les plus proches de leur orbite. Ce nuage, qui est constitué de millions de ces corps glacés, fut plus tard appelé le nuage de Oort. Il s'agit d'un réservoir géant dans lequel se trouvent des corps cométaires et à partir desquels, sous l'influence d'étoiles s'approchant du Soleil ou de nuages de poussière de gaz géants,
changent d'orbite pour tomber dans les régions internes de notre système solaire. Une étude des scientifiques de la NASA a montré que l'énorme volume de ces objets est le résultat d'un échange entre le Soleil et les étoiles voisines. Les modèles informatiques montrent que les marées galactiques et stellaires modifient les orbites cométaires, les rendant plus circulaires. C'est peut-être pour cette raison que le nuage de Oort prend la forme d'une sphère. Les simulations confirment également que la création du nuage extérieur est cohérente avec l'idée que le Soleil est apparu dans un amas de 200 à 400 étoiles. La composition du nuage de Oort comprend deux parties. Un nuage externe sphérique, 20 000 à 50 000 unités astronomiques, et un nuage interne de disque de 2 000 à 20 000 unités astronomiques. L'extérieur est habité par des billions de corps glacés d'un diamètre de 1 km et des milliards de 20 km. Il n'y a aucune information sur le poids total, mais si la comète de Halley est un corps typique, alors les calculs conduisent à un chiffre de 3 × 10 exposant 25 kg, équivalent à la masse de 5 terres. Parfois, des étoiles passantes perturbent l'orbite de l'un des corps, l'amenant à se déplacer dans le système solaire interne comme une comète à longue période. Ces comètes ont une orbite très large et allongée, et en règle générale, ne sont observées qu'une seule fois. Un exemple de comète à longue période est la comète d'Halley et Swift-Tuttle. La plupart des comètes sont remplies d'eau, d'éthane, d'ammoniac, de méthane, de cyanure d'hydrogène et de monoxyde de carbone. 1 à 2% peuvent être constitués d'objets astéroïdes. En revanche, les comètes à courte période avec une période orbitale de moins de 200 ans se déplacent dans le plan des planètes et nous viennent de la ceinture de Kuiper. On pense que le nuage de Oort a la densité la plus élevée dans le plan de l'écliptique. Environ 1/6 de tous les objets qui composent le nuage de Oort se trouvent ici. La température n'est pas supérieure à moins 269 degrés Celsius, ce qui est très proche du zéro absolu. L'espace derrière le nuage de Oort n'appartient plus au système solaire. Dans le passé, les comètes étaient considérées comme des étoiles avec des queues. Les comètes peuvent être visibles pendant des semaines dans le ciel nocturne. Aristote pensait que les comètes étaient des vapeurs rougeoyantes dans l'atmosphère. L'astronome danois Tycho Brahe s'est rendu compte que ces corps célestes sont plus éloignés que la Lune et proviennent des profondeurs de l'espace. Edmond Halley a découvert que la comète de 1682 avait la même orbite que les comètes de 1531 et 607. C'était donc le même objet. Galilée a prédit le retour de cette comète en 1758. Les comètes se déplacent autour du Soleil sur des orbites elliptiques très allongées. Les périodes sont très variables, de quelques années à plusieurs milliers d'années. Très probablement, des comètes à longue période voyagent depuis le nuage de Oort, situé aux limites extérieures du système solaire, dans lequel circulent des millions de noyaux cométaires. Ces comètes sont des petits corps du système solaire formés par des morceaux poreux de glace mélangés à des particules de poussière de plusieurs kilomètres de diamètre, sans forme déterminée. Leur composition est restée identique depuis la naissance du système solaire, ce qui n'a pas de prix pour la science. Tournant autour du Soleil sur des orbites allongées et ayant l'apparence d'objets nébuleux, les comètes se déplacent sur des orbites éloignées, où elles restent invisibles, et lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la glace commence à fondre sous l'influence de la chaleur solaire, s'évaporant et se volatilisant dans l'espace interplanétaire. En conséquence, de nombreuses comètes passant près du Soleil prennent une apparence très inhabituelle. La comète développe une queue de gaz bleuâtre et une queue de poussière jaunâtre. La queue, même très fine, peut être spectaculaire. La poussière se répand le long de l'orbite. Si une comète entre dans l'atmosphère terrestre, on l'appelle alors un météore. La plupart des comètes qui apparaissent périodiquement au voisinage du Soleil sont des objets plutôt faibles. L'exception étant la comète de Halley qui, presque à chaque retour vers le Soleil, apparaît devant nous comme un objet très brillant. En fait, les comètes les plus brillantes et les plus spectaculaires apparaissent dans le ciel de manière inattendue, nombre d'entre elles s'approchant peut-être pour la première fois du Soleil. Dans de rares cas,
Notamment si la comète s'approche trop près du Soleil, elle peut se briser en morceaux qui sont ensuite observés comme des corps séparés. Toutes les comètes possèdent une enveloppe gazeuse brumeuse, c'est la chevelure ou coma qui, avec le noyau, forme la tête d'une comète. Même si la comète est à proximité du Soleil, sa tête ne semble être rien de plus qu'un point brumeux. Le détail le plus remarquable de la plupart des comètes est la queue. Elle est la partie la plus brillante lorsque la comète se trouve au voisinage du périhélie de son orbite. Ici, le flux de chaleur du Soleil est particulièrement important, sous l'influence duquel les gaz et la poussière s'échappent de la comète dans l'espace. Certaines comètes ont deux queues. L'une est courbée, constituée de particules de poussière, l'autre est droite, gazeuse, allongée dans une direction exactement opposée à celle du Soleil. La longueur des queues de comètes peut atteindre des dizaines et des centaines de millions de kilomètres. Ainsi, des comètes ont été observées dont les queues s'étendaient sur près de la moitié du ciel. On suppose que la poussière perdue par les comètes, tombant dans l'espace interplanétaire, donne naissance à des météoroïdes qui, plus tard, entrant en collision avec l'atmosphère terrestre à grande vitesse, se retrouvent sous la forme de météores. Les particules de poussière des queues de comètes reconstituent également les nuages de poussière interplanétaire qui, en dispersant les rayons du Soleil, donnent naissance à un phénomène appelé lumière zodiacale. Le noyau d'une comète est parfois visible à l'intérieur de son enveloppe sous la forme d'un objet brillant en forme d'étoile dans lequel il n'est pas possible de distinguer les détails, même avec les plus grands télescopes. Les noyaux des comètes ont été étudiés en détail par des engins spatiaux qui se sont approchés de comètes. En 2005, la sonde spatiale Deep Impact de la NASA a percuté la comète Tempel 1 et a renvoyé des images de sa surface. Les masses des comètes sont très petites, environ 1 milliard de fois inférieures à la masse de notre Terre, et la densité de matière dans leur queue est presque nulle. Par conséquent, elles n'affectent pas les planètes du système solaire. La plus célèbre d'entre elles est la comète de Halley, qui revient vers le Soleil tous les 76 ans. La dernière fois qu'il s'est approché du Soleil, c'était en 1986. L'histoire note la peur de nos ancêtres devant ces vagabonds célestes. Et très souvent, on peut trouver dans les anciennes chroniques des références à l'apparition de comètes brillantes dans le ciel et au lien de ces phénomènes avec des incidents terrestres comme les incendies, les guerres et même la mort d'individus. Mais une collision d'une grosse comète avec une planète peut avoir des conséquences dramatiques pour les écosystèmes à sa surface. Un bon exemple, assez bien étudié d'une telle collision, a été la collision des débris de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter. En juillet 1994, des fragments de cette comète ont bombardé l'atmosphère dense de Jupiter à des vitesses allant jusqu'à 210 000 km/h. Lors de l'impact, l'incroyable énergie cinétique des fragments a été libérée dans de puissantes explosions, dont certaines se sont transformées en boules de feu plus grosses que la Terre. Dans l'objectif d'un entraînement au cas où un astéroïde menace un jour de frapper la Terre, la sonde DART de la NASA a percuté de plein fouet l'astéroïde Dimorphos, le 27 septembre 2022. L'impact était juste suffisant pour pousser l'astéroïde sur une orbite légèrement plus proche autour de sa roche spatiale compagne. Cette mission réussie était une première pour la NASA, s'inscrivant dans le contexte d'un programme de défense planétaire pour développer des solutions permettant de détourner les astéroïdes s'ils venaient à menacer la Terre un jour. Il n'est pas tout à fait correct de parler des limites du système solaire dans notre sens géographique terrestre. Dans l'espace, toutes les limites sont conditionnelles. Elles sont déterminées à l'aide de nombreuses données enregistrées par des instruments. Tout le monde sait que le Soleil est une source de lumière et de chaleur. Mais en plus de cela, le Soleil émet constamment un énorme flux de plasma. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Pour répondre à la question de savoir exactement où se termine le système solaire, vous devez comprendre où vole le vent solaire et où la gravité solaire cesse de dominer. Le flux de particules se déplace à une vitesse d'environ 1,5 million de km/h,
créant une sorte d'analogue de l'atmosphère qui existe sur certaines planètes. Cette formation est appelée héliosphère. Ainsi, la zone qui est sous l'influence constante du vent solaire s'appelle l'héliosphère. La limite de l'héliosphère, nommée l'héliopause, est située à une distance d'environ 100 unités astronomiques du Soleil. La question de savoir exactement où se termine le système solaire et où commence l'espace interstellaire n'a pas actuellement de réponse claire. Lors de la détermination des limites conditionnelles du système, il est nécessaire de prendre en compte deux facteurs principaux: la distance où l'action du vent solaire se termine et la distance sur laquelle s'étend la gravité de l'étoile. À une distance de 60 à 70 unités astronomiques du Soleil, le vent solaire commence à ralentir rapidement en raison de l'interaction avec le gaz interstellaire, et à l'héliopause, le flux de plasma solaire est complètement équilibré par la pression du gaz interstellaire. Cependant, la gravité du Soleil domine à des distances beaucoup plus grandes. Certains scientifiques pensent que la sphère Hill est une sphère dominée par l'influence gravitationnelle du corps, s'étendant sur 125 000 unités astronomiques pour le Soleil. Par conséquent, c'est cette distance que l'on peut appeler un bord à part entière du système solaire. Les célèbres engins spatiaux américains Voyager 1 et Voyager 2 ont quitté la Terre en 1977 pour étudier les planètes géantes. Chaque vaisseau spatial est équipé d'instruments pour mesurer les champs magnétiques et les particules qu'ils traversent. Depuis, les deux sondes tracent chacune leur chemin vers l'espace interstellaire et donc vers l'héliosphère. Cependant, essayer de comprendre l'ensemble de l'héliosphère à partir de deux sondes Voyager 1 et 2 revient à essayer de comprendre le temps qu'il fait dans tout l'océan Pacifique avec deux stations météorologiques. Ainsi, pour mieux étudier l'héliosphère, les deux sondes collaborent avec l'Interstellar Frontier Explorer. Ce dernier est un satellite de la taille d'une valise de 80 kg lancé par la NASA en 2008. Depuis, il est en orbite autour de la Terre, équipé de télescopes qui observent les limites extérieures de l'héliosphère. Le satellite IBEX capture et analyse une classe de particules appelée atomes énergétiquement neutres, ou Na, qui croisent son chemin. Ces atomes se forment là où le milieu interstellaire et le vent solaire entrent en collision. Certains atomes retournent au centre du système solaire et au satellite IBEX. Par conséquent, en collectant plusieurs de ces atomes individuels, il est possible de créer une image de notre héliosphère de l'intérieur. En 2012, Voyager 1 est allé au-delà de l'héliosphère, et en décembre 2018, la sonde Voyager 2 a fait de même. Mais malgré cela, les appareils envoient toujours des signaux vers la Terre. Ils ont découvert que les rayons cosmiques à l'extérieur de l'héliopause sont environ 3 fois plus intenses qu'à l'intérieur de l'héliosphère. Et en plus des missions Voyager 1 et 2, d'autres appareils fonctionnent également à la périphérie du système solaire, tels que Pioneer 10, Pioneer 11 et New Horizons. Ces véhicules finiront également par quitter l'héliosphère et entreront dans l'espace interstellaire, comme l'ont fait les Voyager 1 et 2. En 2006, la NASA a envoyé la sonde New Horizons, dont l'objectif principal est l'étude de la planète naine Pluton et ses lunes. Il est arrivé en 2015, montrant pour la première fois la surface de l'ancienne 9e planète. Maintenant, il se dirige vers la fin de la ceinture de Kuiper pour examiner ces objets. Lors des missions spatiales, nous n'avons toujours pas atteint le nuage de Oort et encore plus loin. Voyager 1 est la sonde la plus éloignée de la Terre à 23,3 milliards de kilomètres. Compte tenu de l'accélération actuelle, il faudrait encore 300 ans pour que l'engin atteigne le nuage de Oort et plus de 30 000 ans pour en sortir complètement. Il sera suivi par Pioneer 10 et 11, Voyager 2 et New Horizons. Mais au vu du peu d'énergie restant dans les sondes, au maximum une dizaine d'années, ces dernières ne pourront plus transmettre de données lorsqu'elles l'atteindront. Ainsi, la principale difficulté de l'étude est l'énorme éloignement.
Le temps que la sonde y parvienne, des siècles auront passé. Pour le moment, nous ne pouvons que regarder que les comètes entrantes. Un fait intéressant est qu'après plusieurs dizaines de milliers d'années, les sondes rencontreront d'autres étoiles. Par exemple, les sondes Voyager 1 et Pioneer 11 rencontreront l'étoile Proxima Centauri et Pioneer 10 et Voyager 2 rencontreront la petite naine rouge Ross 248. En 2025, la NASA lancera la mission spatiale Interstellar Mapping and Acceleration Probe, ou IMAP. Les caméras capturant les atomes énergétiquement neutres sur le satellite IMAP ont une résolution plus élevée et sont plus sensibles que les caméras du satellite IBEX. Lors de la définition des confins du système solaire, il est nécessaire d'indiquer ce qui peut être considéré comme sa limite. À ce jour, 3 hypothèses sont envisagées. Selon la première hypothèse, le rayon du système solaire est considéré jusqu'à la fin de l'aphélie de la planète la plus éloignée, qui est Neptune. Dans ce cas, le rayon de l'ensemble du système sera de 4545 millions de kilomètres. Quant à la deuxième hypothèse, des scientifiques considèrent que le rayon du système solaire est défini à la fin de l'objet observé le plus éloigné, qui est actuellement Sedna. Dans ce cas, le rayon de l'ensemble du système sera plutôt de 143,73 milliards de kilomètres. Pour simplifier les calculs et comprendre la taille du système solaire, les mesures doivent être prises non pas en kilomètres, mais en unités astronomiques, sachant qu'une unité est égale à 150 millions de kilomètres, soit la distance Terre-Soleil. Dans ce cas, le rayon de l'orbite de Sedna est de 955 unités astronomiques. Enfin, d'après la troisième hypothèse, le rayon du système solaire est considéré jusqu'au bord de l'héliosphère. Dans ce cas, le rayon du système entier sera de 90 unités astronomiques. Grâce à de nouvelles données, des spécialistes ont créé une carte 3D du système solaire après 13 ans de travaux. La mesure de la carte 3D a été collectée par un satellite de recherche appelé Interstellar Boundary Explorer, qui a été lancé en 2008. Ce satellite de recherche s'est comporté à la manière d'une chauve-souris dans une grotte. Seulement, au lieu du sonar ou de la voix d'un animal, le vent solaire a été utilisé. Pendant tout le cycle de l'activité solaire de 2009 à 2019, l'appareil a mesuré le flux de particules qui le balayaient vers l'espace interstellaire. Et en même temps, il essayait d'attraper les atomes qui revenaient vers l'intérieur du système solaire. Bien au-delà de l'orbite de Neptune, de l'ordre de 60 unités astronomiques, le vent solaire entre en collision avec le plasma interstellaire. Cette interaction non seulement ralentit les particules émises par le Soleil, mais génère également un flux instable d'atomes neutres à haute énergie. Il est plutôt faible, mais perceptible et surtout, il a une nature strictement unique. Le trajet du vent solaire de l'étoile au champ héliosphérique prend de 2 à 6 ans. En mesurant soigneusement l'activité solaire et le flux d'atomes neutres à haute énergie, les scientifiques ont comparé ces deux flux de particules multidirectionnels. En conséquence, il a été possible pour la première fois de compiler une carte tridimensionnelle de la limite de l'héliosphère. Ainsi, la carte 3D développée a révélé encore plus de données sur l'héliosphère, en particulier la forme de la couche interne dans laquelle se trouvent le Soleil et les planètes qui ressemblent à une couche sphérique. Selon les scientifiques, elle s'étend sur environ 90 unités astronomiques dans toutes les directions. Ils pensent également que la forme de la couche externe est beaucoup moins symétrique. En effet, dans la direction dans laquelle le Soleil en mouvement constant traverse l'espace, entre en collision avec le rayonnement cosmique, l'héliosphère externe s'étend sur environ 110 unités astronomiques, mais dans la direction opposée. Elle est beaucoup plus longue, au moins 350 unités astronomiques. L'absence de symétrie est due au mouvement du Soleil le long de la Voie lactée. Selon les scientifiques, il y a beaucoup de plasma ou des particules chargées dans le milieu interstellaire et l'héliosphère intérieure, qui est assez ronde, est un obstacle pour ce flux de plasma qui la traverse. Cela a le même effet que l'eau circulant autour d'un rocher dans un ruisseau. Il y a des discussions sur la forme exacte de l'héliosphère. Cependant,
Les scientifiques s'accordent à dire qu'il comporte plusieurs couches. Regardons les couches de l'intérieur vers l'extérieur. Tout d'abord, il y a la couche appelée choc terminal, qui représente la couche la plus profonde de l'héliosphère, entourant toutes les principales planètes de notre système solaire. Ici, le vent solaire venant du Soleil se disperse à toute vitesse, à plus de 1 million de kilomètres à l'heure, sur des milliards de kilomètres, défiant les particules du milieu interstellaire venant de toute la galaxie. La limite extérieure de cette couche principale est appelée la limite d'onde de choc. Ensuite, on trouve l'héliogène, qui existe en dehors de la limite de l'onde de choc. Dans cette couche, le vent solaire se déplace plus lentement et dévie lorsqu'il rencontre la pression du milieu interstellaire à l'extérieur. Puis l'héliopause, qui marque la frontière nette et finale du plasma entre le Soleil et le reste de la galaxie. Dans cette couche, les champs magnétiques des vents solaires et interstellaires sont pressés l'un contre l'autre, et les pressions internes et externes sont en équilibre. Enfin, on trouve l'héliogène externe qui représente la région en dehors de l'héliopause qui est encore affectée par la présence de l'héliosphère. Pour en savoir plus sur l'héliosphère, la NASA prévoit de lancer une nouvelle mission en 2025 appelée Interstellar Mapping and Acceleration Probe. Les scientifiques espèrent que cela leur permettra de mieux comprendre comment les vents solaires et les rayons cosmiques interagissent aux confins du système solaire. Notre Soleil est une étoile, comme des milliards d'autres dans l'univers. Certaines d'entre elles ont aussi des astrosphères. Notre héliosphère est donc la seule astrosphère dans laquelle nous nous trouvons réellement et que nous pouvons étudier de près.